Productions, les podcasteurs. Bienvenue, vous écoutez Coquelicot, le podcast qui replace le clitoris au centre de notre vitalité et qui remue en profondeur notre rapport au plaisir féminin. Un rendez-vous de reconnexion à la puissance de cet organe trop longtemps ignoré. Un appel à notre boussole de sensibilité et de force. Les Coquelicots chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelicot lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquelicot, tu ressens quoi, toi ? Aujourd'hui, je reçois Margot Fried-Fillosa, sexothérapeute, écrivaine et conférencière. Elle accompagne des adultes, en couple ou pas, à découvrir et redécouvrir leur intimité, à inventer leur sexualité. Elle vient de sortir un magnifique livre, L'intelligence intime, truffé d'histoires variées, de trucs concrets et de témoignages personnels pour devenir artisan d'une sexualité libre et joyeuse. Bonjour Margot. Bonjour. Qu'est-ce qui, dans ta vie de femme, a été le déclencheur pour t'engager dans la sexo ? Une expérience il y a presque 10 ans à San Francisco où j'y étais allée pour étudier à la base, un échange universitaire avec l'université de Berkeley. Et là, pendant l'été, je suis curieuse. Je regarde événements San Francisco et là, je vois un événement autour de la communication, du plaisir, du désir. Je me dis, oh, qu'est-ce que c'est ? J'y vais, curieuse, un peu stressée. J'arrive 2 heures en avance, comme d'habitude, parce que j'étais très stressée. Et ça m'a tellement bouleversée. J'ai rencontré une communauté de gens qui faisaient de la méditation, du yoga, de la pleine présence, qui communiquaient, qui osaient aborder ce sujet de la sexualité. Et ça m'a fait un électrochoc. J'avais toujours pensé que j'avais une sexualité plus ou moins épanouie, que tout allait bien, en fait, même si, comme je le décris dans le livre, il y a des moments où je me mettais à pleurer sans savoir pourquoi, où j'avais ce sentiment d'être vide à l'intérieur après un rapport sexuel. Mais je pensais que c'était normal. Et là, entourée de ces gens qui vivent tellement de plaisir, tellement de joie dans la sexualité, qui se sentent vraiment libres d'exprimer, libres de me poser des questions auxquelles j'avais jamais pensé auparavant, je me suis dit, waouh, j'avais aucune idée de ce à côté de quoi je passais. Et je pouvais plus revenir en arrière. Comment est-ce que tu présentes l'intelligence intime ? Comment t'en parlerais à même un enfant de 5 ans ? L'intelligence intime, c'est toutes les compétences et ressources intérieures dont on a besoin pour s'épanouir dans l'intimité. Donc, c'est nos compétences sociales qui nous permettent d'échanger avec l'autre, d'être en relation, de communiquer, émotionnelles, qui nous permettent de savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, et sexuelles, qui nous permettent de connaître notre corps, nos désirs, nos limites, nos besoins et les fonctionnements de la sexualité. Si on n'a que un et pas les 2 autres, on est facilement bloqué. Donc pour moi, c'est vraiment l'intersection de ces 3 intelligences qui forment un tout indissociable. Qu'est-ce que l'intelligence intime peut transformer en nous et dans le monde ? Tout. L'intelligence intime, c'est ce qui nous permet d'avoir des relations qui ont du sens. Et ça peut être dans la sexualité, ça peut être dans nos relations amicales, professionnelles. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on a un grand manque d'intimité, de relations dans lesquelles on peut vraiment dire ce qu'on a sur le cœur, dans lesquelles on peut vraiment partager. Je reçois tellement de couples qui souffrent dans leur vie sexuelle, leur vie intime, et qui me disent « on n'a aucune idée de si c'est normal ou pas, et de ce qui se passe dans la vie de nos amis. En fait, on n'en parle pas même avec nos amis. » Et d'ailleurs, pour eux, sur le papier, on est le petit couple parfait. Ils n'ont aucune idée que ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait l'amour. Et donc pour moi, c'est vraiment ça, l'intelligence intime. C'est pouvoir se relier plus profondément à soi-même, plus profondément à son ou sa partenaire, et plus profondément au monde qui nous entoure. Parce qu'en tant qu'être humain, on est des êtres sociaux, on a besoin de ce lien. Sinon, on a le sentiment de
pas exister, de pas être complet, de pas être en joie. Comment peut-on se libérer du script des scénarios sexuels stéréotypés ? On se connecte à son propre désir. La question que je pose toujours, c'est qu'est-ce que vous désirez ? En insistant sur le vous. Et de s'autoriser à se dire, là à l'instant, de quoi est-ce que mon corps a envie ? Ça demande toute une déconstruction parce que des petits, on nous a appris à ne désire pas, n'aie pas trop d'envie, ne nous dérange pas, tiens-toi bien à table, reste sage pendant des heures à l'école, exactement. Surtout ne remue pas sur ta chaise. Donc ça demande de déconstruire un petit peu tout ça. Et ça demande de s'autoriser à désirer, de s'autoriser à dire et de vraiment se poser la question, là de quoi j'ai envie, pas parce que c'est ça que je pense que je devrais désirer, juste parce que c'est ce dont j'ai envie. Et s'autoriser à rêver. Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Bien sûr. Il faudrait être plus concret parce qu'on se dit qu'est-ce que j'ai le droit de désirer, pas désirer. Par exemple, on est dans le lit avec notre partenaire, en train de s'embrasser, et on sent bien qu'il a un certain désir de sexualité. Peut-être que nous aussi, peut-être pas. Et là, rapidement, si on suit le script, on se dit, bon, bah, il faut que je le touche, puis il faut qu'il me touche, puis on va en arriver à la pénétration, puis en plus, on connaît tous cette règle implicite de si tu touches un pénis, tu dois le faire jouir. Il n'y a pas d'autres options possibles. Et donc, on est pris au piège. On est pris au piège. Si on sort du script, on est là en train de s'embrasser, de se caresser. On peut se dire, si je contacte mon désir, de quoi est-ce que j'ai envie ? J'ai envie qu'il me fasse des baisers tout doux dans le bas du dos et qui remonte le long de ma colonne vertébrale. Qu'il en arrive sur le côté de ma nuque et j'ai envie qu'il embrasse le long de ma mâchoire tout doucement et qu'il prenne vraiment son temps. Là, à l'instant, c'est de ça dont j'ai envie. Et quand notre sexualité elle est basée sur ce genre de désir, qu'est-ce que c'est riche. Du coup, on suit pas le script, là, je suis à l'instant, je suis censée attraper son pénis et faire des mouvements va-et-vient rapides jusqu'à ce que ça explose. C'est non, en fait, de quoi j'ai envie. Et peut-être que c'est d'attraper son pénis, mais peut-être que c'est plutôt j'ai envie de bisous dans le cou, j'ai envie qu'il me regarde, j'ai envie qu'il me caresse mes cheveux. C'est plutôt les femmes que tu invites à sortir du script. Non. Alors raconte-moi un exemple pour un homme. Pour qu'il écoute ses désirs. Pour un homme, il y a toute cette question de la performance. Moi, je reçois énormément d'hommes, d'ailleurs, qui ont envie aussi de cette tendresse et qui soit ne peuvent pas se l'autoriser, soit ne savent pas comment la demander, soit ont l'impression que la femme veut pas de ça. Pour un homme, ça pourrait être, au lieu du moment de la pénétration, peut-être que j'ai envie de faire une pause, en fait, ou peut-être que j'ai envie qu'on s'embrasse, ou peut-être que j'ai envie qu'elle caresse mes testicules et j'ai envie de lui demander ça. C'est la même chose, c'est-à-dire que c'est pas j'ai fait ci, du coup il se passe ça, ou pareil, je lui fais un cunnilingus pour obtenir une fellation. Si j'ai envie d'une fellation, je peux la demander. Si j'ai envie de lui faire un cunni, je le fais pleinement, sans attendre un retour. Sans attendre une contrepartie. Exactement, je le fais parce que c'est mon désir, pas parce que je suis en train de calculer quelque chose dans ma tête. Qu'est-ce que tes patients t'apprennent ? Qu'est-ce que la clinique t'a amené à changer dans ta pratique, voire à remettre en cause dans ta vie privée ? Tellement de choses. C'est ça que j'adore avec mon métier, c'est tellement varié. La première chose qui m'est venue en tête, c'est... Je pense que pour les femmes notamment, on a beaucoup cette croyance que les hommes ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'on veut. J'ai vraiment énormément de femmes qui vont me dire mais si je lui dis, il va me dire que c'est pas sexy, que je le contrôle ou que je l'émascule ou que tout ça. Et ce qui m'a le plus surpris, je pense, dans ma pratique, c'est de voir à quel point les hommes ont envie de bien faire, ont envie de faire plaisir, ont envie de rendre leur femme heureuse et ont envie de savoir comment faire.
C'est-à-dire que si on demande à la grande majorité des hommes, est-ce que tu veux un manuel de comment fonctionne ta femme, ils sont là à dire oui, donnez-moi les clés, dites-moi comment faire, je veux savoir. Alors après, bien sûr qu'on le dit pas d'un ton cassant, pas tu fais pas bien. On apprend à exprimer nos désirs. Mais dans un premier temps, de savoir vraiment au fond de nous que en fait cette personne, elle est avec nous, en couple avec nous parce qu'elle nous aime, parce qu'il nous aime, il nous désire et il a envie de nous rendre heureux. Sinon, il serait pas avec nous. Donc si on part de cette idée de base-là, je peux m'autoriser à lui dire ce dont j'ai envie. Et je pense que pour tout le monde, et c'est aussi pour les hommes, mais c'est un conditionnement très féminin, je pense, de prendre soin de l'autre. On a, cette histoire de devoir conjugal, c'est la femme qui doit du sexe à l'homme. Il y a vraiment quand même des croyances, des conditionnements sociétaux très forts qu'on a besoin de pouvoir déconstruire et de s'autoriser à se rendre compte que l'autre a envie de nous rendre heureux. Et je pense que pour chacun, c'est un apprentissage. Ça l'a été pour moi aussi, de m'autoriser à exprimer des désirs et de me dire, waouh, en fait, il avait vraiment envie de savoir. Alors justement, de nombreuses femmes, jeunes et moins jeunes, croient encore qu'un rapport sexuel réussi, c'est quand se termine quand l'homme a joui. Enfin, qu'il est réussi et qu'il se termine, c'est deux choses différentes, quand l'homme a joui. Qu'est-ce que t'en penses et comment on s'y prend pour étendre les possibles de nos sexualités auprès des femmes et des hommes aussi? Donc là, tu nous dis d'abord prendre le temps d'écouter ce dont on a vraiment envie à l'instant T. Est-ce que tu as d'autres recommandations? Plein. Posologie. Tu as 5 heures devant toi? Oui. Déjà, juste prendre un instant pour se rendre compte que cette idée de l'orgasme de l'homme, c'est assez récent en fait. C'est-à-dire qu'avant le siècle des Lumières, on pensait que pour faire un bébé, il fallait que la femme ait un orgasme. Et donc en fait, l'orgasme de la femme était vraiment fondamentalement important à la sexualité avant le siècle des Lumières. C'était pas concevable de faire l'amour sans que la femme ait un orgasme. C'était synonyme de fertilité, de tout ça. C'était vraiment très important. Au siècle des Lumières, on s'est rendu compte, par beaucoup de dissections anatomiques et d'observations des chaleurs des chiennes, que la femme n'avait pas besoin d'un orgasme pour libérer son œuf, en fait. Et du coup, on s'est dit, l'orgasme de la femme n'est pas important. Plus à la peine de s'en prendre soin. Mais c'est quand même assez récent, en fait, cette construction. Voire il est dangereux. Parce qu'avant le siècle des Lumières, les femmes étaient des sorcières qu'il fallait brûler, qu'il fallait contrôler, et les hommes, toujours supérieurs, mais étaient plus nobles et peu intéressés par le sujet de la sexualité. Ils étaient au-dessus de ça. Après le siècle des Lumières, on a basculé. La femme est devenue virginale, vierge, qui n'avait pas le droit de désirer. Et là, on s'est dit, ah non, en fait, c'est les hommes qui ont du désir. Enfin bref, ça montre à quel point toutes ces croyances n'ont aucune base physiologique, rien du tout. C'est juste nos croyances sociétales. Je pense que déjà, juste savoir ça permet de mettre un petit peu en perspective et de dire, ah bah oui, en fait, pourquoi? Il n'y a pas d'obligation de base de l'homme a besoin de son orgasme, sinon non. Et d'ailleurs, ce phénomène de vasocongestion, parce que beaucoup d'hommes vont dire, bah si j'ai pas une éjaculation, j'ai mal aux couilles après. Les femmes aussi, en fait. Quand on n'a pas joui. Exactement. Et c'est pas aussi douloureux que ça. Et si ça l'est très douloureux, c'est qu'on n'a juste pas appris à gérer notre énergie sexuelle. Tout ceci étant dit, si on base notre sexualité sur l'obtention de l'orgasme, c'est juste comme un peu le cheval de course, en fait, où on a les œillères sur le côté, vous savez, pour pas être distrait, pour pas voir le paysage, pour pas voir ce qui se passe autour. Et du coup, on voit que droit devant soi. Et c'est un peu triste. Parce que, comme je le décris dans le livre, l'orgasme, c'est une des facettes du plaisir. D'ailleurs, on dit l'orgasme, mais moi, j'aimerais bien qu'on dise les orgasmes, parce qu'il y a tellement d'orgasmes différents. Il y a le petit qui fait ploup. Il y a l'énorme qui fait l'énorme vague qui nous prend, qui secoue tout. Il y en a qui font l'effet d'un raz-de-marée, il y en a qui fait l'effet de l'évier qui se débouche, qui juste, ça vide un truc, mais c'est pas exceptionnel. Il y a plein d'orgasmes différents. Il y a plein de sensations de plaisir différentes. Il y a des sensations de plaisir qui sont 1000 fois plus fortes que l'orgasme. Et où on a presque envie, justement, que l'orgasme arrive pour diminuer un peu l'intensité de ce qu'on est en train de ressentir. Et donc, s'ouvrir à la possibilité que la sexualité nous surprenne et dépasse de très loin l'orgasme. Et du coup, on n'est plus aussi concentré
à atteindre ce Saint Graal qui finalement n'en est pas un et qui finalement nous met des œillères dans notre sexualité, qui nous empêche la liberté de vivre ce qu'on a envie de vivre à l'instant, qui nous met une pression folle parce qu'en plus l'orgasme, si on essaye de l'atteindre, il vient pas. On peut pas forcer un orgasme comme ça parce que c'est un réflexe, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Et en plus, ça nous prive d'un monde de possibles. Quel regard as-tu sur le plaisir féminin, son omerta? Quelle connaissance de notre corps et de son fonctionnement est-il urgent de transmettre pour mieux inventer nos sexualités? Je pense que on a vraiment besoin d'apprendre à reconnecter à nos corps. Et en effet, savoir comment ça fonctionne, ça aide. C'est-à-dire que dans un premier temps, on n'a pas forcément besoin de tous les noms scientifiques, de tout voir comment ça fonctionne, mais ça aide tellement. C'est-à-dire que, moi, de savoir, mon utérus, il est là, et de savoir qu'il y a des ligaments qui relient mon utérus à l'entrée du vagin, et que si je suis pénétrée trop tôt, vous savez, cette douleur qu'on peut ressentir à la pénétration au tout début, un peu profond dans le bas du ventre, mais qui après, au bout d'un moment, disparaît. Comme par magie. Très étrange. S'il y a cette douleur-là, ça veut dire qu'on a été pénétré trop tôt. Je parle de pénétration prématurée. On parle tout le temps d'éjaculation précoce, mais en fait, la pénétration prématurée est beaucoup plus prévalente et beaucoup plus grave, en fait, parce que elle va vraiment causer de la douleur, des déchirements, enfin bref, plein de choses qu'on ne veut pas. Donc, de savoir qu'il y a ces ligaments qui, sous l'effet de l'excitation, vont faire remonter la vessie, l'utérus au-dessous de la vessie, dégager le col de l'utérus, puis en plus faire une tension sur l'entrée du vagin qui est excitante. Savoir aussi comment le clitoris fonctionne, ses parties internes. Savoir qu'il n'y a pas que le gland du clitoris, mais aussi la hampe, aussi les bulbes intérieures. C'est-à-dire que tout ça, ça permet de connaître son corps pour pouvoir le toucher d'une manière qui fait du bien et qui ait du sens. Donc c'est vraiment important. Et après, moi j'aime bien pousser un peu le vice à comprendre la manière dont les terminaisons nerveuses fonctionnent. Il y en a qui captent le toucher léger, il y en a qui captent la vibration, la pression. Et du coup, on peut vraiment jouer. Et c'est là où on passe de... C'est-à-dire que souvent, les gens disent « mais la sexualité, c'est inné ». Et certes, mettre un pénis dans un vagin, il faut pas être un génie pour pouvoir le faire. Pour pouvoir y prendre du plaisir, c'est une autre question. Mais par contre, c'est comme appuyer sur des touches d'un piano, tout le monde peut le faire. Par contre, jouer un concert, jouer du Mozart, avoir cette précision, être virtuose, ça s'apprend. Ça se cultive. Coquelito, ça t'évoque quoi? Clito, co, c'est ensemble, c'est faire avec. Donc moi, ça m'évoque ça. Ça m'évoque l'idée d'inclure cette partie, mais plus que de l'inclure, de faire partenaire avec. Je sais pas si c'était ça l'intention, mais moi, c'est ça qui me vient. Pourquoi est-ce qu'il est temps d'ouvrir une ère clitoridienne? Parce que le clitoris est un orgasme, j'allais dire. Le clitoris est un orgasme. C'est sa définition. Le clitoris est un organe qui est dédié uniquement au plaisir. Il est là, il est dans notre corps et il est vraiment important pour plein de choses. C'est-à-dire que pendant si longtemps, on l'a mis de côté. C'est enfin maintenant qu'il commence à exister dans les manuels scolaires qu'on commence à en parler. Et je reçois encore plein de femmes qui me disent « mais j'arrive pas à jouir sans le clitoris ». Je dis « je vois pas comment vous pourriez faire autrement en fait ». Parce que la pénétration, que la caresse soit vaginale ou clitoridienne, de toute manière, c'est le clitoris qui va nous faire avoir un orgasme par ses parties internes. Donc toute la sexualité de la femme est organisée autour du clitoris. Et je vois pas comment on peut faire sans. C'est juste pas possible et pourtant on a vraiment cette conception que, et en grande partie à cause de Freud qui a dit que l'orgasme clitoridien est l'orgasme de petite fille et que il faudrait pouvoir dépasser ça d'une certaine manière et que la femme se doit de recevoir et tout ça. Et ça a quand même causé pas mal de dégâts en fait dans la perception des femmes de leur rapport, alors que non, le clitoris c'est pas du tout un orgasme de petite fille. On est femme et on a des orgasmes clitoridiens et vaginales et c'est la même chose en fait
Que la stimulation soit externe ou interne, on parle du clitoris. T'as évoqué quelque chose en début d'entretien qui a fait mouche. Parce que je me pose beaucoup de questions sur le post-coitum de la femme et la dépression du post-coitum de la femme. Ce moment donné où, juste après un rapport sexuel, on le souhaite joyeux, libre, dans le plaisir, voire jusqu'à l'orgasme, le moment donné où le corps de l'autre s'éloigne, s'en va, s'échappe, que dire de nous. Et je l'ai vécu, je ne le vis pas à chaque fois, Dieu merci, mais j'ai beaucoup de témoignages de femmes qui le vivent. C'est quoi cette espèce de vide existentiel, cette dépression post-coitum de la femme? Quel regard t'as là-dessus? Moi, je me dis que si on ressent ce vide après la sexualité, c'est qu'il y a quelque chose dans l'acte sexuel qui nous a pas comblés. C'est-à-dire que certes, on a été comblés dans notre sexe, mais peut-être pas dans notre cœur. Peut-être pas dans toutes les zones où on aurait envie d'être comblé. Moi, j'ai plein de femmes qui me disent « j'accepte de faire l'amour quand j'ai vraiment envie de tendresse. J'accepte de faire l'amour parce que j'ai envie de me sentir connectée à mon partenaire. J'ai envie de me sentir aimée. » Du coup, si on a un rapport sexuel dans le but de se sentir aimé, mais que ça nourrit pas tout à fait, au moment où il se retire, et que finalement, on n'est pas pleinement complet dans toutes les cellules de notre âme, de notre cœur, de tout ça. On a accepté d'être pénétré et finalement on n'a pas été nourri. Et là, c'est douloureux. Là, c'est douloureux parce qu'on se rend compte qu'on a vécu quelque chose sur lequel on avait beaucoup d'espoir, beaucoup de désir et qui, d'une certaine manière, pouvait être très jouissif aussi. Enfin, ça enlève pas qu'on ait eu un orgasme, que tout ça. Mais moi, je me dis que si on a cette sensation de vide après, c'est qu'il y a un endroit où on a été déconnecté, soit de nous-mêmes, soit de notre partenaire. Un endroit où il y a peut-être un désir qu'on aurait voulu exprimer. J'ai envie que tu me regardes dans les yeux. J'ai envie que tu me dises que tu m'aimes. J'ai envie que tu me serres fort. Qu'on n'a peut-être pas exprimé. Et on est resté avec ce pincement, cette espérance, cet espoir, et quand il se retire, c'est fini. Et là, on est face à ce qui nous manque. L'éducation au consentement, où et comment il faut agir? Dès tout petit. Le consentement, c'est pas que dans la sexualité, c'est dans toutes les zones de notre vie. C'est dès petit, on a le droit de pas partager notre seau au bac à sable parce que c'est le nôtre. Et si on dit à un enfant aussi, t'es obligé de partager, c'est ça qui est être gentil. Arrêtons d'enseigner aux enfants à être gentils. Enseignons-leur à être vrais, être polis à la limite, mais partage ton seau au bac à sable, ça veut dire ce qui est à toi. Si quelqu'un d'autre a envie de le toucher, tu es obligé de le laisser le toucher. C'est pas forcément le message qu'on a envie de communiquer. Donc, c'est dire plutôt, si tu n'as pas envie de partager ton seau, ok, t'es pas obligé de le partager. Peut-être que du coup, on l'amène pas au bac à sable. Ou alors, est-ce que t'as un autre jouet que tu voudrais partager? Ou alors, comment, dans quelles conditions est-ce que tu voudrais partager si c'est ok pour toi? Déjà ça. C'est aussi de dire aux enfants, quand on fait la toilette, ça c'était partie intime. Je vais aussi publier un livre justement sur le consentement pour les enfants. Et dedans, on a mis SLIP. SLIP, c'est Stop, Limite, Intime, Privé. Stop, Limite, Intime, Privé, ok. SLIP, Stop, Limite, Intime, Privé. Ok. Et du coup, tout ce qui est dans ton slip, c'est Stop, Limite, Intime, Privé. Il n'y a que toi qui as le droit de le toucher. Donc c'est passer ces messages-là aussi, que l'enfant a le droit de dire non, a le droit non seulement a le droit de dire non, mais il y a aussi des règles qui le protègent. Parce que moi, j'ai énormément de femmes et d'hommes qui viennent me voir, qui ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance, d'inceste ou par des proches, et qui ne savaient pas que c'était interdit, qui ne savaient pas que les adultes avaient le devoir de le protéger et l'interdiction de toucher ces parties-là de leur corps. Et surtout quand un adulte nous dit « mais c'est normal, tous les papas font ça » ou « c'est normal, je le fais pour ton bien » ou « tu vois, ça va te faire plaisir » ou on est enfant, on fait confiance, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je pense que c'est important, on n'a pas besoin de paniquer les enfants, mais de leur dire « personne n'a le droit de toucher tes parties privées. Là, à l'instant, moi je le fais pour te nettoyer, mais quand tu sauras faire tout seul, je toucherai plus. Et si à un moment tu ne veux pas que je touche, tu dis non et je ne touche pas. »
et tu fais tout seul. Alors c'est vraiment important de leur dire qu'ils ont le droit de dire non à tout moment, qu'ils sont pas obligés d'être touchés sur leur partie intime ou ailleurs, que les adultes ou les autres enfants n'ont pas le droit de les toucher de cette manière-là, et que si jamais il se passe quelque chose qui est pas ok pour eux, qui fait non à l'intérieur, ils peuvent venir nous en parler. On les croira, on les aidera et on les protégera. Comment tu te sens là, en face de moi? Mais écoute, je me sens dans mon corps, je me sens bien, je me sens dans la douceur. J'aime bien ton regard aussi avec beaucoup d'intensité, je sens qu'on est connectés. Donc c'est une expérience très agréable. Qu'est-ce que la relation avec ta mère, Isabelle Fillosa, spécialiste des émotions et de la parentalité, t'a autorisé, encouragé ou pas? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de grandir dans cette famille dans laquelle, quand il y avait une émotion, elle était accueillie. Quand il y avait quelque chose que ma mère faisait qui me plaisait pas, j'avais le droit de lui dire et on en parlait. Quand je faisais quelque chose qui lui plaisait pas, elle me le disait et on en parlait. J'ai appris une certaine régulation émotionnelle dans laquelle je me sens que j'ai le droit de vivre ces émotions. J'en ai pas peur. D'ailleurs, je me souviens, sa salle de thérapie était au-dessus de ma chambre quand j'étais petite. Et dans sa salle de thérapie, elle faisait beaucoup de thérapie de groupe. Les gens pleuraient, criaient, tapaient sur des coussins. Et moi, je me souviens être là à jouer au Barbie et à entendre des pleurs, des cris au-dessus de moi. Et je savais que tout allait bien et je savais que les gens, ils pleuraient, ils criaient pour aller mieux et que c'était une bonne chose et que, voilà, je les voyais redescendre après, juste les yeux pétillants et le sourire aux lèvres et on sentait la légèreté. Et donc, je pense que j'ai appris une relation à tout ça, à ces émotions, à cette souffrance qui est pas forcément, qui fait pas peur, en fait, où on peut vivre tout ça. Et se sentir bien après. Pourquoi souffrir, c'est encore tabou? Souffrir, c'est tabou pour plein de raisons. Parce que ça fait peur, parce qu'en tant qu'être humain, quand quelqu'un souffre et nous le partage, on le ressent aussi. Et si on n'a pas eu cette éducation, justement, à savoir vivre nos émotions, à savoir aussi faire la différence entre ce qui est mon émotion, ce qui est celle de l'autre, c'est vraiment difficile à gérer. Et du coup, inconsciemment, on va mettre l'autre à distance. On va minimiser. On va dire, c'est pas si grave que ça, mais non, tu vas t'en sortir. On va réconforter pour éviter de trop ressentir. C'est des mécanismes de mise à distance. Et c'est aussi difficile d'entendre la souffrance de l'autre et de se dire, le monde... comment ne pas devenir aliéné? Enfin, je pense par exemple aux policiers qui recueillent à longueur de journée des plaintes pour viol, pour inceste, pour abus, pour violence. Si on ressent tout et qu'on le prend en plein cœur, comment ne pas devenir complètement aliéné? C'est horrible en fait. Et du coup, on met une distance. Aujourd'hui, heureusement, il y a quand même de plus en plus de formations pour ces professionnels-là pour accueillir dans l'empathie. Mais comme on n'a pas globalement dans notre société cette formation, cet enseignement de gérer nos émotions, de ressentir nos émotions, c'est même pas les gérer ou les contrôler, mais les vivre, d'être ok avec, de les accueillir, on sait pas trop quoi en faire. Et du coup, ça fait peur. À l'époque de MeToo et MeToo inceste, que faut-il dire, dénoncer, et comment est-ce qu'on s'y prend pour détraumatiser? Je pense que dénoncer, c'est important pour stopper les violences. Mais je pense surtout que construire l'intelligence intime, c'est encore plus important. Ma philosophie, c'est soutenir l'épanouissement plutôt que seulement combattre les violences. J'ai plein de personnes qui viennent me voir qui ont vécu des violences et avec qui on va travailler sur les traumatismes, par exemple, pour détraumatiser. Aujourd'hui, on sait que le traumatisme, c'est pas que psychologique, c'est neurophysiologique. C'est-à-dire que ça va modifier la construction, la structure de notre cerveau, ça va modifier les connexions neuronales, ça va modifier tout plein de choses à l'intérieur de notre cerveau. Si on veut guérir d'un traumatisme, aujourd'hui on sait que les thérapies parlées sont peu efficaces en fait sur les syndromes de stress post-traumatique, qu'on a besoin d'intégrer quelque chose de somatique et qui va aider le cerveau à intégrer, digérer l'information.
Et donc, on va avoir les thérapies comme le MDR ou Mosaïque ou les thérapies somatiques de Peter Levine, des choses comme ça. Le TRE, le Trauma Release Exercise, qui permet de trembler. Donc voilà, des choses avec des mouvements oculaires, avec des stimulations bilatérales alternées, qui aident le cerveau à digérer ces informations qui sont restées bloquées. En fait, c'est ça, le trauma, il y a une information qui n'a pas pu s'intégrer parce qu'il y a eu une déconnexion traumatique au moment et du coup, c'est pas intégré. Et c'est pour ça qu'on va avoir des reviviscences traumatiques où la personne va revivre l'expérience, en fait, comme si ça se passait là à l'instant. C'est pas un choix, elle en est pas consciente, donc en parler, ça aide un petit peu, mais ça permet pas de désactiver la boucle traumatique. Donc, on a besoin, moi, ma philosophie, c'est que on a besoin de guérir le trauma, sortir de la boucle traumatique, mais on a besoin de construire. C'est-à-dire que pour éviter que ça se reproduise, pour éviter que les violences continuent, on a besoin d'apprendre comment faire pour exprimer mon désir, comment faire pour exprimer mes limites, comment faire pour que ma sexualité parte de mon désir et pas d'un sentiment d'obligation qui serait lui aussi traumatisant d'avoir une sexualité basée sur l'obligation. Donc je pense que à l'ère du MeToo, en effet, autorisons-nous à dire stop, autorisons-nous à dire non, mais n'en restons pas là. Connectons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on entend beaucoup ce discours que les femmes ont le droit de dire non. Et oui, certes, c'est absolument sûr et certain, les femmes ont le droit de dire non. Et encore heureux, et bien sûr qu'on a besoin de se battre pour que ce non soit respecté. Mais on a le droit à tellement plus que de simplement dire non. On a le droit de découvrir l'intimité, l'amour, la jouissance, l'épanouissement. Tout ça. Comment aller à la rencontre de sa vulnérabilité et qu'est-ce que ça peut nous offrir ? Je pense que pour aller à la rencontre Déjà, qu'est-ce que ça peut nous ouvrir ? La sensation d'être pleinement connecté. Si on est toujours à garder une protection autour de nous, cette protection, elle est là entre nous et l'autre. Et donc, on a cette sensation paradoxale où on a tellement envie de se sentir proche et en même temps, on a tellement d'insécurité qu'on peut pas. Et ça crée une sorte de souffrance. Et je pense que le moment où on se sent le plus aimé, rejoint, connecté, c'est quand on montre notre vulnérabilité à l'autre et que l'autre est là, s'en va pas, nous accueille, nous aime. Parce que si on lui montre jamais, on va toujours avoir le doute dans l'arrière de notre cerveau. Et s'il savait vraiment, il partirait. Et s'il savait vraiment, il se passerait ci et ça. Et donc, pour s'autoriser à vivre cette vulnérabilité, je pense qu'on a besoin de créer les conditions de sécurité. La sécurité, ça se crée, ça se construit. On a besoin d'apprendre à pouvoir communiquer, à pouvoir poser de nouvelles règles de relation, poser des règles pour pouvoir exprimer notre sécurité. C'est tout le travail que je fais en fait en thérapie et ça va être différent un peu pour chaque personne. Mais de pas juste s'attendre à ce que ça vienne tout seul parce que ça viendra pas tout seul. Parce que comme une fleur, en fait, si on l'achète au supermarché ou au magasin ou chez le fleuriste, disons chez le fleuriste, on l'achète chez le fleuriste, on ramène le pot chez nous. Si on l'arrose pas, si on la met pas au soleil, si on la rempote pas, elle va pas pousser, en fait. On a besoin de cultiver tout ça. Donc toi, tu dis sécurité, exprimer ses limites et son désir. Ouais, et changer les règles du jeu. Changer les règles du jeu pour que ça soit des règles du jeu sécurisantes. Dans lesquelles on se sent pas obligé, on sait que l'autre a envie de nous entendre, de nous accueillir. Être là, vraiment ensemble, toi et moi, comment on fait ? Déjà, moi. Déjà être là avec moi. Moi à l'intérieur de moi, dans mon corps, dans mes sensations. Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je désire ? Et après le partager. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, sur s'autoriser à désirer ce qu'on veut dans le moment. C'est-à-dire qu'on est vraiment là, ensemble, toi et moi. Si tu m'embrasses dans le bas du dos, tout le long de ma colonne vertébrale, l'exemple que je disais tout à l'heure, là on se sent là. Alors que si on est dans un script à juste faire ce qu'on pense qu'attendu de nous, on n'est pas ensemble. On n'est pas là. On suit les mouvements, on suit le script, on suit le protocole, mais on n'est pas là. Et donc je pense que une des grandes clés du moins, c'est de s'autoriser à désirer. Et en plus du coup, on tombe jamais dans la routine, on peut pas s'ennuyer parce que notre désir va être différent à chaque instant. Et là, on est vraiment là.
Avant de se dire à bientôt, Margot, je nous propose dans ce studio de nous installer dans notre espace intime. Nous prenons ensemble le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. Je vais te poser quelques questions et tu réponds par association libre, comme ça vient. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité ? Tout le temps. En quoi ton coquelicot est-il une force ? C'est ma boussole, je l'écoute. Il me fait du bien. Qu'est-ce qui t'a le plus touché pendant ce temps de partage ? L'ancrage que j'ai ressenti de par la méditation du début, de par tes questions. Je nous ai sentis vraiment posés et ensemble, vraiment là, toutes les deux. Coquelicot, à présent ancré en toi et relié aux autres coquelicots, avec quoi tu repars ? De la joie et du partage. Merci Margot. Merci à toi. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquelicot. Coquelicot, je nous trouve très beau.